Samedi 25 mai 2024, il est 7h49. Le 6-9, Marion Lourd, Ali Badou, sur France Inter. Et notre invité ce matin est ministre délégué en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Le Festival de Cannes s'achève ce soir, édition marquée notamment par la présence du cinéaste iranien Mohamed Rassoulov, mais aussi par ce mouvement MeToo. Le court-métrage de Judith Godrèche, cette tribune initiée par la Fondation des femmes où des actrices notamment appellent à une loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes. Quand elle a été publiée, cette tribune, vous avez dit que vous partagiez l'exigence d'une lutte nécessaire et résolue pour éradiquer les violences sexuelles. Vous avez invité les signataires à vous rencontrer pour parler des leviers possibles. Est-ce que cette rencontre a eu lieu et quels sont les leviers ? J'ai rencontré certains d'entre eux, Vaina Diokante, j'ai rencontré Colline Berry, j'ai rencontré Arnaud Gallet, j'avais quelque Judith Godrèche quelque temps auparavant, et je rencontre aussi beaucoup d'anonymes, en vérité, qui sont pas forcément des signataires, qui m'expliquent à la fois ce qu'ils ont subi dans leur vie, comment ils ont réussi à se sauver de cette emprise, de ce qu'ils ont subi, traversé, et puis surtout les aléas judiciaires aussi qu'ils ont pu traverser, parce que c'est aussi ça qu'il faut qu'on prenne en compte. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse évoluer notre code pénal, notre droit pénal, pour réintégrer la question du consentement. C'est aussi pour ça qu'il faut que nous tous, on accepte de changer les représentations qu'on a sur la question des violences sexuelles et du viol. En vérité, ça arrive dans notre intimité. C'est-à-dire que ce qui devrait être le plus protecteur et parfois le plus destructeur, nos familles, nos amis, nos proches, c'est comme ça que ça se produit. Ce que disent les signataires de la tribune, c'est que le mot consentement ne suffira pas. C'est une discussion qu'on aura. Il y a déjà des débats au Parlement. Il y a des parlementaires qui y travaillent. Véronique Rioton, Marie-Charlotte Garin, de deux groupes politiques différents, majorité, opposition. Je pense qu'il faudra s'appuyer sur leurs travaux. Ce qu'il faut, c'est que on arrive à permettre aux victimes, d'abord d'être toujours considérées comme des victimes. Moi, je continue à être surprise que systématiquement, quand les victimes parlent, on continue à contester leurs paroles comme s'il y avait un intérêt caché à parler et à exprimer ce qu'on a subi. En vérité, il n'y a jamais aucune victime de violence sexuelle qui a eu un gain à s'exprimer, à part pour se sauver soi-même, sans doute pour participer à sa propre réparation, mais elles n'y ont pas gagné, ou ils n'y ont pas gagné en termes professionnels, par exemple. Donc déjà, il faudrait qu'on se débarrasse aussi de cet a priori qui est assez insupportable, parce que sinon, comment voulez-vous qu'on dise en permanence aux victimes de parler si dans le même moment où elles parlent, on leur dit en fait vous mentez. Et qu'il y a 94% de plaintes classées sans suite en 2022 d'après les signataires de la tribune. La présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Maillefer, qui intervient à ce micro le vendredi, dit que MeToo est envoyé à la poubelle. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je vois aussi des personnalités du monde judiciaire qui font évoluer les choses. J'ai rencontré notamment le procureur général de Poitiers et la première présidente de la Cour d'appel de Poitiers. Ils sont en train de changer la donne sur la manière avec laquelle on instruit ces dossiers. Ils viennent de rendre 5 arrêts qui sont extrêmement importants sur le contrôle coercitif, par exemple. C'est-à-dire comment tous ces phénomènes sont mis en place pour isoler socialement, familialement, professionnellement, vous enlever votre autonomie financière, économique. Ça veut dire qu'on voit que on a des magistrats qui agissent aussi au quotidien pour permettre justement de faire évoluer notre jurisprudence, de faire évoluer notre droit et de garantir qu'on ait une meilleure protection évidemment des victimes. Et puis il y a encore une fois la loi qui doit pouvoir évoluer. Et il y a les symboles également. Madame la ministre, vous avez posté une photo aux côtés de Carla Sofia Gascon à Cannes, qui est l'actrice révélation de ce festival. Et je vous cite: l'image, la musique, le mouvement, la force des femmes et la liberté qui se dégage du film de Jacques Audiard, Emilia Pérez emporte tout. C'est toujours un sens politique, une palme d'or, une récompense dans un festival international. Oh, écoutez, en tout cas, déjà, c'est un magnifique film. On juge d'abord le cinéma, oui. Évidemment, à Cannes. Et puis, il se trouve qu'on a des grands réalisateurs, des grands cinéastes français qui, en général, envoient très régulièrement, si ce n'est systématiquement aussi, des messages qui sont politiques. Je crois que c'est aussi le cas du film d'Audiard, qui est d'abord un film que je n'avais jamais vu au cinéma. C'est une œuvre nouvelle, et c'est ça qui doit être, à mon avis, salué, un casting époustouflant de femmes. Et puis, oui, un message très fort sur la liberté. Verdict tout à l'heure. Politique, Aurore Berger. Le 9 juin prochain auront lieu évidemment les élections européennes et vous avez forcément regardé, c'était jeudi soir sur France 2, le débat 2 semaines donc du scrutin entre la tête de liste du Rassemblement national Jordan Bardella et le Premier ministre Gabriel Attal.
Beaucoup y ont vu une sorte d'aveu d'échec de la tête de liste de la majorité, Valérie Ayé. Qu'est-ce que vous leur répondez? La députée européenne Aurore Lalucq a dénoncé, et je la cite, une invisibilisation de Valérie Ayé. Moi, je crois absolument pas, parce que Valérie Ayé, qui est notre candidate, qui est notre tête de liste, c'est une femme compétente, c'est une députée européenne, c'est elle qui a été choisie pour être tête de liste. Et puis, je crois que dans une campagne, on met toutes ses forces dans la bataille. Et que toutes ces forces dans la bataille, c'est aussi faire en sorte que le Premier ministre, les membres du gouvernement s'impliquent. Parce que si on ne s'impliquait pas, vous diriez, en fait, ils préfèrent se planquer. Mais en fait, non, on est en première ligne, on s'implique. Le Premier ministre l'a fait. On le fait, nous, matin, midi et soir, aussi dans les territoires. Et je crois que c'est extrêmement important, parce que l'échéance du 9 juin, c'est une échéance qui est déterminante pour les Français et pour l'avenir aussi, surtout, de l'Union européenne. Vous dites le Premier ministre s'implique, il n'y a pas que lui, il y a aussi le Président de la République. Sur la dernière affiche de campagne, Emmanuel Macron est présent aux côtés de votre candidate. Il a vraiment raison, le chef de l'État, de s'impliquer directement dans ce scrutin, parce que quelles conséquences il va devoir tirer s'il y a un mauvais score au soir de l'élection? Déjà, on se bat surtout pour avoir le meilleur score possible. Donc moi, je prédis pas un mauvais score. Je me bats qu'est-ce qu'un mauvais score, pour qu'on ait un bon score et pour qu'on ait le plus de députés européens de la majorité présidentielle de Renew qui souhaitent envoyer. Parce que c'est ça dont on a besoin. On a réussi en 5 ans à créer un groupe qui a permis de constituer des majorités nouvelles. Sans nous, le pacte vert n'aurait pas été adopté sur les enjeux écologiques et énergétiques. Sans nous, le pacte asile-immigration qui renforce notre souveraineté aux frontières de l'Union européenne n'aurait pas été adopté. Sans nous, toutes les régulations sur les questions du numérique n'auraient pas été adoptées. Donc ça, c'est quand même des enjeux qui sont extrêmement importants, qui ont changé la donne de l'Union européenne et qui ont changé la donne pour les Français. Donc notre enjeu, c'est pas uniquement un enjeu politique de quel score on fait, mais qui est surtout quelle est la capacité d'action qu'on a demain pour l'Union européenne, au sein de l'Union européenne. Dernier sondage IFOP, malgré tout, les sondages d'intention de vote existent et ils se multiplient. La liste Renew, donc au Parlement européen, est donnée à 16%. C'est un point seulement devant celle du Parti socialiste et de Place publique et menée par Raphaël Glucksmann. Est-ce que ce sera vraiment à regarder de très près un éventuel croisement des courbes, comme on dit dans le métier? Ça vous fait sourire, mais ça a toujours un sens. Moi, je regarde devant, je regarde pas ceux qui sont derrière, je regarde ceux qui sont devant pour espérer qu'on augmente notre score. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a aujourd'hui un électeur sur 2 d'Emmanuel Macron, premier tour de la présidentielle, qui aujourd'hui ne vient pas voter. C'est à eux que je m'adresse. Parce que s'ils sont venus à la présidentielle en 2017, en 2022, on a besoin d'eux pour qu'ils viennent voter sur cette élection européenne. Encore une fois, les enjeux de valeurs qui sont les nôtres, évidemment la question des droits des femmes que je porte, ce qu'on a réussi à faire en France sur la constitutionnalisation de l'avortement, ce qu'on veut faire au sein de l'Union européenne pour garantir à toutes les femmes leur liberté, la liberté de disposer de leur corps, ça ne se fera pas avec une majorité d'extrême droite et une majorité conservatrice. Ça se fera avec une majorité où les députés Renew seront au cœur de cette nouvelle donne au Parlement européen, pour ne prendre qu'un seul exemple. Aurore Berger, une actualité qui nous concerne directement ici à Radio France. Vous savez que la ministre de la Culture veut fusionner notre groupe avec France Télévisions, l'INA, peut-être France Média Monde également. Un projet de loi qui doit être examiné le mois prochain à l'Assemblée nationale. Vous-même, vous connaissez bien ces questions. Vous avez été membre du conseil d'administration de France Télévisions. Quel regard vous portez sur ce projet ? Moi, j'ai toujours été favorable à l'idée d'avoir une fusion, moins une holding, parce que je crois qu'une holding, ça crée des coûts de structure qui sont extrêmement importants, là où une fusion, au contraire, ça permet de développer des projets communs. Ça ne veut pas dire que sans fusion, on peut pas le faire. Et je sais qu'évidemment, l'audiovisuel public a pu développer de nouveaux projets. Mais je pense... On est déjà fort. Oui, mais je ne dis pas le contraire. Évidemment que vous êtes déjà fort et les audiences le démontrent de manière systématique. Il y a garantir la liberté éditoriale de chaque antenne et de chaque chaîne. Ce sera le cas dans le projet qui a été défini, ne serait-ce que par les règles de nomination. Il y a ensuite mais pas le budget. C'est ce que j'allais dire. Il y a aussi garantir la question du financement de l'audiovisuel public. Et moi, j'avais apporté une réponse au début du quinquennat, qui était de garantir qu'il y ait une part de la TVA qui soit affectée. Et donc, ça veut dire garantir l'indépendance aussi des ressources de l'audiovisuel public. Mais on savait que c'était des mesures transitoires. Avant 2025, il faut trouver une autre solution. Et dans la loi, il y a aussi des éléments qui ont été apportés de garantie à la fois du volume du financement, mais surtout, évidemment, de l'indépendance de ce financement qui est essentiel pour l'audiovisuel public. Donc, il faudrait que ça figure dans le projet, si on vous comprend bien. Et merci beaucoup Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci beaucoup d'être venue ce matin sur Inter. Merci.